Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un retour d'expérience sur le Sigma 100-400 en monture Sony E, et donc à la fois pour appareil photo plein format, mais aussi APS-C. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser les conditions de ce test, donc de ce retour d'expérience. Je suis parti 2 semaines en Islande, et donc j'ai emporté pendant ces 2 semaines cet objectif. Tout ça, ça a commencé par une discussion avec Sigma France juste avant que je parte, et de là, on est arrivé à la conclusion qu'il serait intéressant que j'emporte du matériel. L'objectif qui m'intéressait le plus, c'était le Sigma 100-400, et donc Sigma France me l'a envoyé pour un prêt, et donc cette optique, au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai plus. Pourquoi? Parce que dès que je suis rentré en France, tout simplement, je leur ai renvoyé. Donc clairement, il s'agit d'un prêt de la part de Sigma, et je les en remercie vivement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, Sigma la découvre en même temps que vous, et donc je dirais tout simplement tout ce que je pense de cet objectif. Mais bon, comme à chaque fois quand il y a du Sigma, généralement c'est pas trop mal, et vous allez voir, cet objectif il a énormément d'atouts. Par ailleurs, je tiens à préciser un petit peu le but de cette vidéo. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était d'avoir une optique un petit peu différente du point de vue des téléobjectifs. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec du 70-200. Vous savez, j'ai le Sony 70-200 2.8 GM en version 2, et c'est une plage focale que j'aime beaucoup, et c'est vrai que ça m'a longtemps intéressé de travailler sur une plage focale plus zoomée pour du paysage, mais aussi de l'animalier. Et donc c'est pour ça que le prêt de ce 100-400 m'a beaucoup intéressé. Donc je vous parle de retour d'expérience et moins de tests, même s'il s'agit quand même d'un test. Pourquoi? Parce que vous le savez, sur la chaîne, quand je fais des tests, j'aime bien aussi faire des tests un petit peu carrés. Je me suis fait ma petite charte, donc on fait des tests avec les ouvertures, etc. Là, je vous avoue que clairement, je n'ai pas eu le temps, et je n'ai pas eu assez de temps avec cette optique pour faire ces tests-là. Et en même temps, je me suis dit que le meilleur des tests, ça serait aussi le retour d'expérience de 2 semaines sur le terrain directement en Islande. Dès lors, il existe toute une myriade de vidéos qui vont vous présenter très précisément le comportement du piqué, etc. Moi, ce que j'avais plus envie, c'est de vous faire un retour subjectif et de faire une synthèse à travers des clichés de ce que j'ai pensé de cet objectif. Pour préciser un petit peu les conditions, donc je l'ai utilisé pendant mes 2 semaines en Islande. Je ne parlerai pas de la vidéo, même si j'ai fait de la vidéo avec, parce que on va parler déjà de photos et ça va bien nous occuper. Et puis également, donc les photos ont été prises avec un Sony Alpha 7 IV. Les photos que vous verrez sont des RAW, donc à la fois en mode plein format, donc en 33 millions de pixels, mais aussi parfois en crop mode, donc en activant le mode crop sur l'appareil photo, ce qui donne des RAW de 14 millions de pixels. Vous le verrez, je n'ai pas fait d'ajustement majeur pour garder l'image. Les seuls ajustements que j'ai fait, c'est simplement du point de vue de la tonalité, donc baisser un peu les hautes lumières, rehausser des ombres, ou alors simplement réajuster la balance des blancs. Mais à aucun moment, je n'ai retravaillé la netteté, le vignettage ou quoi que ce soit pour avoir les photos, on va dire, les plus brutes possibles. Donc comme d'habitude, cette vidéo est découpée en chapitres. On va commencer par étudier un petit peu le tour du propriétaire, l'ergonomie, la construction, etc. Je vous dirai ce que j'en pense. Et puis on fera tout un gros chapitre devant l'ordinateur où on parlera du piqué, à la fois sur des photos de paysages, mais aussi d'animaliers. On parlera aussi un petit peu de portraits, etc. Et à la fin, je vous livrerai ma conclusion. Enfin, et dernière petite chose avant de commencer, ça c'est juste un petit clin d'œil. Regardez, j'ai sur moi un t-shirt qui n'est pas un t-shirt comme les autres. Petit clin d'œil à celles et ceux qui sont déjà allés en Islande. J'en avais parlé sur Instagram, sur mon compte en story. Petit souvenir que nous avons ramené avec Laura, et Laura a le sien. Nous avons acheté des t-shirts bonus. Alors qu'est-ce que c'est bonus? Alors je sais pas si on dit bonus ou bonus, mais en fait c'est une chaîne de magasins de grande distribution que l'on ne trouve qu'en Islande. Et leur symbole c'est quoi? C'est un petit cochon rose en tirelire. Enfin bref, voilà. C'était juste pour le clin d'œil à celles et ceux qui ont déjà suivi cette histoire sur Instagram. Voilà, j'avais promis que je le mettrais pour faire ma vidéo, je l'ai mis, et donc j'ai tenu ma promesse. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite et rentrer dans le vif du sujet en commençant par l'ergonomie de cet objectif. Alors pour commencer, je vais vous parler un petit peu déjà du form factor, c'est-à-dire de à quoi ressemble cet objectif. Et je vous avoue que quand Sigma me l'a envoyé, que j'ai reçu le colis, ce que je ne m'attendais pas, c'était vraiment le rapport taille-poids-encombrement, et j'ai été particulièrement surpris. En effet, lorsque j'ai sorti l'objectif, que j'ai mis le pare-soleil, etc., j'ai été frappé par la compacité, surtout par la légèreté, et la première chose qui m'est venue en tête, c'est de le comparer avec mon 70-200, et clairement, quand je les mets côte à côte, pour moi c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et donc très rapidement, en fait, quand je l'ai mis dans mon sac photo, il est parfaitement rentré dans mon compartiment du 70-200.
J'ai été très surpris et c'est vrai qu'en termes de taille, ça se vaut, même avec les pare-soleil, grosso modo. Et puis en termes de poids, ça se vaut aussi. Le Sony, le 70-200, donc GM2 fait 1 kg et 45 grammes, là où celui-là fait 1 kg et 140 grammes. Donc honnêtement, vous avez allez, 100 grammes d'écart. Clairement, quand vous le mettez en main, il n'y a pas d'écart. Donc j'ai été impressionné de voir sur une tèche plage focale, avec une optique en plus qui est stabilisée, d'avoir un objectif aussi petit, compact. Donc là-dessus, pour moi, c'est un très bon point. Si je devais faire une comparaison, forcément, ça serait aussi avec le Sony 100-400 GM. Et donc, en regardant les fiches techniques, eh ben, celui-là, il est affiché à 1 kg 395. Donc, vous voyez là-dessus, le Sigma, il a vraiment un avantage, c'est qu'il est plus léger. Alors, forcément, la grande question, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une optique aussi compacte et légère? Il y a pour moi deux raisons principales. La première déjà, c'est d'avoir des ouvertures pas très lumineuses parce qu'on a une ouverture glissante, hein, ça c'est assez logique, et on a une ouverture à 100 mm qui au maximum s'ouvre donc jusqu'à f5, et puis dès que l'on zoome et qu'on arrive à 400 mm, là on arrive à f6.3, donc forcément c'est pas l'optique la plus lumineuse de la Terre. Et puis la deuxième chose qui explique aussi cette légèreté, c'est l'emploi massif de plastique, et donc là-dessus on va en reparler du point de vue de la qualité de construction. Donc tout d'abord, pour revenir à cette question de l'ouverture, il est clair que ce n'est pas l'optique la plus lumineuse de la Terre. F5 à 100 mm et f6.3 à 400 mm, c'est vrai que dans certaines conditions, on en reparlera avec des photos à l'appui, on doit fortement monter en ISO si on veut avoir une vitesse satisfaisante. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est vrai que si je le regarde notamment et que je le compare avec le Sony GM, ce Sigma coûte 999 €, là où on trouve en fait, le Sony GM à 2400 €. Donc vous imaginez, hein, c'est quand même pas du tout le même rapport de prix. Et pourtant, en termes d'ouverture, il n'y a pas un écart monstrueux parce que le Sony, en fait, à 100 mm, il ouvre jusqu'à f4.5 et puis jusqu'à f5.6 à 400 mm. Alors vous allez me dire, oui, il est plus lumineux, mais en fait, il n'y a qu'un tiers de stop d'écart. Donc clairement, ça n'est pas sur, on va dire, l'ouverture maximale que le Sony GM va vraiment se démarquer. Et là-dessus, qu'on se le dise, hein, du point de vue de la luminosité, un tiers de stop, ça n'est vraiment pas grand-chose, c'est qu'un coup de molette sur l'appareil photo. Et alors, que dire de cette qualité de construction? Je vous ai dit, c'est massivement du plastique, et là-dessus, pour moi, c'est satisfaisant, et quand on remet le prix en contexte, hein, donc 999 €, pour moi, ça tient la route. Forcément, si on tient la comparaison avec d'autres optiques de chez Sigma, notamment dans la gamme Art ou dans la gamme Sport, c'est un petit peu moins qualitatif parce qu'on a un emploi massif de plastique. Ce sont des plastiques, attention, hein, qui sont durs et tout à fait solides. Cependant, c'est vrai que quand chez Sigma, on a été habitué, et moi j'ai le Sigma 35 1.4 Art qui est dans le sac, où on a du métal, etc., c'est vrai que ça fait un peu moins prestigieux. Et puis, pareil, si on regarde par exemple chez Sony, vous avez aussi un alliage de plastique qui est pour moi un peu plus qualitatif. Mais à nouveau, il faut revenir sur la question du prix. Et donc, c'est du plastique, mais c'est du plastique quand même qui est très qualitatif et le tout est très bien assemblé. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, toujours sur la question de la construction, cette optique est donnée comme tropicalisée, donc jointée, et on a un gros joint au niveau du fût pour éviter les entrées d'eau. J'ai pas eu des conditions affreuses en Islande et j'en suis ravi. Mais en attendant, on a quand même eu des fois des conditions qui étaient pas sympas, c'est arrivé ponctuellement, et en attendant, je n'ai eu aucun scrupule à le sortir. Et plus largement, cette optique, c'est une optique qui inspire confiance, et Sigma est une marque qui a très largement fait ses preuves sur la qualité de construction. Et qu'on soit clair, cet objectif, il fait partie de la gamme Contemporary, et donc c'est un peu moins prestigieux, on va dire, que ce qu'on peut retrouver dans la gamme Art ou dans la gamme Sport. Pourquoi? Parce que dans la gamme Art, c'est qualité optique maximale et sans compromis. La gamme Sport, c'est tout ce qui est réactivité AF et puis aussi qualité de construction. Ce sont des tanks, hein, les optiques dans la gamme Sport. Et la gamme Contemporary, c'est un petit peu plus une gamme, on va dire, de compromis, mais pas de compromis vraiment sur la qualité d'image parce qu'on reste toujours sur les standards de Sigma. Cependant, ce sont des optiques qui sont un petit peu moins lumineuses ou qui ont une qualité de construction qui est un petit peu moins premium, etc. Cependant, ça reste des optiques qui ont la qualité Sigma, et ce 100-400, pour moi, c'est ce bel exemple de compromis où on a en même temps un très bon prix, parce que 999 €, et on le comparera à la fin notamment par rapport au 50-400 de chez Tamron, et puis bien sûr par rapport au Sony GM, et bien pour moi, la qualité de construction dans cette gamme Contemporary est tout à fait, on va dire,
logique et c'est tout à fait pragmatique. Pour terminer sur cette question de la construction et des caractéristiques, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais revenir. Tout d'abord, le fait qu'à l'avant, on ait un diamètre de filtre de 67 mm, et ça c'est très pratique, notamment pour celles et ceux qui ont du Tamron sur les gammes 2.8, où tout est en 67 mm, et là clairement pour ceux qui veulent aller plus loin avec le 70-180, bah, clairement c'est le même diamètre, donc on peut mettre les mêmes filtres, et ça coûtera toujours moins cher de mettre du 67 mm que du 77 voire du 82 mm. Et puis il y a un deuxième point qui pour moi par contre est un point négatif, c'est que vous n'avez pas de collier de pied qui est fourni directement lorsque vous achetez cet objectif. Donc dans la version que Sigma m'a envoyée, il n'y a pas de collier de pied, pourtant cet objectif a l'emplacement pour accueillir un collier de pied, c'est juste que quand vous recevez l'optique en l'état, vous avez comme un caoutchouc qui est mis autour, qu'on peut enlever, et donc si vous voulez un collier de pied, eh bien, il faut l'acheter séparément, et celui de Sigma, qui est fait pour ce 100-400, est vendu quand même 129 €, donc c'est pas donné pour un morceau, on va dire, de métal, mais en attendant, sans collier de pied, c'est faisable, moi j'ai dû faire avec, mais ça n'est clairement pas le plus adapté. Pourquoi? Parce que l'optique, elle fait quand même plus d'1 kg, et surtout quand on zoome, en fait le zoom, il se déploie quand même plutôt fortement, et donc ça déséquilibre, on va dire, le centre de gravité, résultat, ça pique vers l'avant, et quand on met l'appareil sur un trépied, eh bien, je vous avoue que j'ai beau avoir la rotule LH40 de chez Leofoto qui est très solide, c'est vrai que forcément là ça pique vers l'avant, donc il y a un léger décalage et c'est assez coton pour cadrer précisément, là où par exemple quand je mets mon 70-200 avec le collier, quand je serre ça ne bouge pas parce que forcément le centre de gravité est très bien réparti. Donc ça pour moi c'est un point négatif. Sigma l'assume totalement pour 2 raisons. D'abord c'est pour baisser le prix et passer sous la barre des 1000 €, et puis la deuxième chose c'est de dire oui mais comme ça il reste quand même très compact notamment dans le sac. Bon, d'accord, mais en attendant, moi je trouve que c'est difficile, et si jamais par exemple cet objectif vous intéresse, moi je ne peux que vous conseiller d'acheter un collier de pied, et bien évidemment il existe aussi des colliers de pied, pas forcément celui de Sigma, mais il y a des tas de marques qui ont sorti des colliers de pied sur mesure qui vont tout à fait dessus, qui sont bien moins chers, mais moi si je devais l'acheter, la première chose que je ferais c'est de rajouter un collier de pied avec. Enfin et pour terminer, un petit tour sur l'ergonomie de cet objectif. Alors tout d'abord, là aussi pour moi un petit bémol du point de vue ergonomie, c'est que vous avez la bague de zooming qui est en fait à l'avant de l'objectif et pas proche de l'appareil, puisque c'est la bague de mise au point qui elle est présente, et je vous avoue que moi c'est pas ce que j'ai préféré parce que j'aime pas trop ces optiques. Vous avez la bague de zoom qui est au fond parce que ça oblige à tendre beaucoup la main, alors que la bague de mise au point clairement sur ce type d'optique c'est pas du tout ce que j'ai utilisé. Résultat, j'aurais préféré qu'il fasse l'inverse. Et d'ailleurs pour parler de cette bague de zooming qui est tout à fait agréable, on a une bonne course, elle est fluide, mais c'est vrai que moi je suis pas habitué à, on va dire, le sens de rotation version Sigma qui est pareil que chez Canon, et en fait quand vous venez de chez Nikon ou Sony, la bague elle est dans l'autre sens. Résultat, je vous avoue qu'au début je me suis fait avoir les premiers jours, car des fois je me disais mais voilà, c'est super zoomé à 100 mm, non en fait j'étais à 400 parce que j'avais tourné dans l'autre sens. Enfin bref, ça demande une petite gymnastique intellectuelle, ça voilà, c'est comme ça, mais il faut s'y faire quand même, et je vous avoue que j'ai été un petit peu déstabilisé. Toujours du point de vue de l'ergonomie, vous avez un bouton lock pour bloquer en fait le fût lorsque vous êtes à 100 mm, éviter que justement vous puissiez zoomer et que l'objectif s'étende, donc ça dans le sac par exemple c'est très pratique. Et puis ensuite on a des boutons tout à fait classiques, des commutateurs qui sont sur la partie gauche. On a tout d'abord donc le switch classique autofocus manuel focus, voilà, là-dessus rien d'exceptionnel on va dire. En dessous on a un commutateur pour gérer les distances justement de mise au point, et donc ça a été très pratique, je vous en reparlerai parce que cet autofocus il n'est pas parfait, il fonctionne bien mais on le verra, c'est très pratique de pouvoir régler ces distances de mise au point et ça s'évite, on va dire, certains problèmes. En dessous vous avez un bouton AFL, donc AF Lock, pour pouvoir bloquer la mise au point, donc là aussi c'est pas mal. Et enfin en dessous vous avez un commutateur pour gérer les modes de stabilisation, donc off ou alors 1 et 2, et donc sur ces deux positions vous pouvez choisir une stabilisation classique, à main levée, vous bougez pas, ou alors une position un petit peu, vous savez, en balayage quand vous faites un suivi, pour avoir une forme de travelling horizontal quand par exemple vous suivez un oiseau ou une voiture, et donc ça permet d'avoir un filet plutôt horizontal. Donc là aussi la stabilisation on en reparlera tout à l'heure avec des photos à l'appui. Bref, donc pour résumer en quelques mots, on va dire l'ergonomie, la qualité de construction, moi je vous avoue que je trouve ça satisfaisant. C'est pas l'objectif le plus premium de la Terre, mais en même temps pour ce prix là, moi je trouve ça satisfaisant. Le seul bémol pour moi c'est vraiment cette histoire du collier de pied.
Voilà, bon, ça c'est un choix, c'est discutable, c'est comme ça, on fait avec. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir concrètement, du point de vue de la qualité d'image, la stabilisation, etc., qu'est-ce qu'a dans le ventre cet objectif. Bien alors, on passe maintenant dans Adobe Lightroom, et donc on va regarder ces différentes photos. Donc on va commencer par regarder un petit peu la focale, après on parlera de piqué, notamment à travers la photo de paysage, on parlera de l'autofocus, du vignettage, de la stabilisation plus pour la photo animalière, et on terminera pour les questions de bokeh et de portrait. Et puis après on passera à la conclusion. Alors pour débuter, je voulais vous parler de la focale, et je fais juste un micro rappel, mais les photos que vous allez voir, les seuls ajustements qu'il y a eu, c'est du point de vue de la tonalité de la balance des blancs, et sinon il n'y a aucune correction, pas de vignettage, enfin pas de correction de vignettage, pas de module optique, pas rien de tout ça. Donc ce que vous verrez, c'est la photo, on va dire, la plus brute possible. C'est juste qu'elles ont été micro-ajustées pour avoir une image qui soit quand même un petit peu propre, on va dire, et assez correcte du point de vue de la tonalité et la balance des blancs. Alors pour débuter, simplement ce que je voulais vous montrer, c'était la différence de focale, l'intérêt d'un 100-400. Vous voyez ici, vous avez une photo à 100 mm, et là vous avez une photo à 400 mm, et là clairement vous voyez que on n'a pas du tout les mêmes photos. Donc 100 mm c'est le début d'un télé, on va dire, là où 400 on commence à être quand même bien zoomé, et donc c'est une plage focale que j'ai vraiment beaucoup aimé. On le verra, pour du paysage, moi je trouve ça remarquable, et je trouve que c'est la focale, la plage focale en tout cas, parfaite. Pour l'animalier, c'est vrai que je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est parfois un chouïa trop court. De toute façon, l'animalier, je pense qu'on voudrait toujours plus, des fois. Mais voilà, là, c'est quand même plutôt polyvalent. Si je vous remontre, par exemple, deux autres exemples, voilà, vous avez ici donc, la plage de sable noir qu'on appelle Endless Beach, qui est prise depuis la presqu'île d'Irolais. Et donc, vous avez ici à 100 mm, vous avez la plage, et vous voyez ici, vous avez la même plage à 400 mm. Et c'est vrai que là, vous voyez bien la plage, vous voyez bien le ciel sur les 2/3 supérieurs. Le volcan ici est Yafiol. Et puis, vous avez ici la même photo. Et là, vous voyez en fait le coin que vous avez ici. C'est ce morceau de plage qui est là. Donc, vous voyez, on est nettement plus zoomé à 400 mm. Et quand vous zoomez, en fait, vous vous rendez compte que, voilà, là, vous avez ici le petit village qui est tout petit. Et en fait, là, 400 mm, quand on zoome, on voit très très bien le village, parce que vous avez le clocher. Donc voilà, c'est très polyvalent. Et enfin, je voulais vous montrer pour les questions de focale deux choses. En fait, la première, c'est ici, à 100 mm. Là, on voit très bien la plage de Ranisfera. C'est toujours depuis Dirolais, mais depuis l'autre côté, en fait. Donc cette plage est très connue parce que c'est la plage de sable noir. Vous avez des vagues énormes. C'est très dangereux d'ailleurs, avec ici les colonnes de basalte. Mais vous voyez, ici à 100 mm, on voit bien la falaise. On voit bien ici les pics karstiques. On voit bien la plage. Et puis, moi, ce que je voulais, c'était montrer le monde qu'il y avait sur la plage, parce que, en fait, là, ça c'est un petit peu en pleine journée. Et là, j'ai pas l'heure, faudrait que je regarde, mais c'est quand même bien en journée, et il y avait beaucoup de monde. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on zoome ici, là, vous voyez carrément les cars, etc. Enfin, voilà, ça c'est le revers de l'Islande. Je pense que je vous en reparlerai à l'occasion sur YouTube. Mais vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que pour avoir cette photo, qui est en fait cette partie-là, c'est cette partie-là ici. Et là, je pense que vous le voyez très bien. Ça, là, en fait, c'est ça. Et là, vous voyez très bien les colonnes de basalte ici. Et là, vous voyez surtout le monde qu'il y a. Et en fait, comment j'ai pu avoir cet énorme zoom, c'est parce qu'en fait, sur le Sony A7 IV, j'ai le mode crop, donc qui passe en mode APS-C. Alors, ça se fait forcément au prix d'une perte de définition, parce qu'on passe de 33 à 14 millions de pixels. Mais voilà, ça fait un crop, ça revient au même que si je croppais directement dans l'image, mais au moins là, c'est à la prise de vue. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que artificiellement, via un crop, on arrive d'un 400 mm fois 1,5 égale 600 mm. Donc voilà, c'est plutôt polyvalent. Et là, vous voyez, c'est vrai qu'en termes de zoom, on passe d'un cadre qui est plutôt assez large à un cadre qui est très zoomé. Donc ça augmente, je trouve, la polyvalence de cette optique. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est la qualité d'image. Alors, loin de moi l'idée de faire, comme je vous ai dit, un truc sur chart, etc. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos qui ont dû le faire très très bien. Notamment, j'imagine que Damien Bernal a dû faire une excellente vidéo de test avec voilà, les mires, etc. Enfin bref, moi ce que je vais vous montrer globalement, c'est des images, ce sont des images, et puis on va regarder concrètement ce que ça donne. Alors simplement quand même pour faire une petite synthèse dès le départ sur le
piqué. Si on regarde cette photo, vous voyez, on est à 100 mm à f5, hein, donc on est sur l'ouverture la plus lumineuse. Un petit peu ce que j'ai remarqué hein, globalement sur cette optique, je vais regarder à 100 mm et à 400 mm, donc début et fin de zoom. Et bien à 100 mm, vous voyez, à l'ouverture maximale, quand vous regardez ici au centre, sur la Lune, etc., pour moi, c'est très bon, voilà, c'est très satisfaisant. Et quand on regarde sur les bords, alors là, vous voyez ici, c'est flou, parce que là, c'est un flou de profondeur de champ. Mais si vous regardez, par exemple, là, on est quand même plutôt sur on va dire les 2/3 bords de l'image ici, vous voyez que c'est plutôt pas mal du tout. Et quand on regarde sur le bord ici, c'est plutôt satisfaisant. En tout cas à 100 mm à pleine ouverture, moi je trouve ça vraiment bon. Alors on le verra, vous allez regarder tout au long des photos, vous voyez ici, il n'y a pas de correction de vignetage. Vous avez du vignetage, et le vignetage il est présent en fait à toutes les focales, à toutes les ouvertures quasiment. Et donc on n'arrive jamais trop à s'en débarrasser. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, si je vais en fait dans Lightroom et puis que j'active le profil, voilà, vous voyez, vous avez le profil du Sigma, ça l'enlève de suite. Donc c'est plutôt intéressant parce que on peut l'éliminer sans problème. Alors bien sûr, hein, ça se fait au prix d'un petit rééclaircissement, etc. Mais c'est pas non plus un vignetage qui est très présent. Si maintenant on regarde la qualité d'image à 400 mm et on va se mettre à pleine ouverture, donc vous voyez sur cette photo, 400 mm f6.3, et là si on zoome, hein, je vais mettre en plein écran, si on zoome, vous voyez au centre de l'image, là vous voyez la Lune, malgré on va dire la brume atmosphérique, etc. Parce que c'est ça aussi sur des très longues focales, c'est qu'on a le voile atmosphérique qui est présent. Mais là vous voyez, franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Moi je trouve que c'est assez satisfaisant. Ça pourrait être bien sûr toujours plus piqué, hein, toujours plus micro-contrasté. Mais au global, je trouve que sur une plage focale aussi polyvalente à fond de zoom et à pleine ouverture, j'ai pas grand chose à dire. Et pour le prix, je pouvais pas exiger vraiment beaucoup plus. Alors quand on regarde sur les bords, c'est vrai que ça pourrait être, vous voyez ici, ça pourrait être un petit peu meilleur, on va dire. Mais au global, moi je suis quand même satisfait. Et surtout ce qui est intéressant, et on va en parler juste après, mais c'est que, vous savez, moi j'ai l'habitude d'utiliser Pure RAW. Alors bien sûr, vous allez me dire c'est un truc en plus, etc. On est tout à fait d'accord. Mais si vous passez cette optique par exemple dans Pure RAW, vous avez un module optique. Alors là, même si par exemple vous êtes à fond de zoom à ouverture maximale, vous allez avoir un piqué qui va être nettement supérieur. Enfin bref, au global, si je résume le piqué, vous allez le voir sur toutes les photos, moi je trouve qu'il est très satisfaisant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un ensemble de photos pour regarder ce qu'on peut faire avec cet objectif. Donc au global, ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, c'est que en photographie de paysage, cette plage 100-400, c'est vraiment très très polyvalent. Et souvent le 100-400, c'est le télé qui est prisé par les photographes de paysage. En APS-C, vous savez, c'est souvent le 70-300. En plein format, c'est le 100-400. Et c'est vrai qu'on peut bien s'amuser. Alors, vous voyez, à 100 mm, typiquement, on peut mettre des éléments qui sont un peu gros, mais qui sont pas, qu'on veut pas non plus trop zoomer et qu'on peut avoir dans l'ensemble. Et vous voyez, toutes ces photos, c'est un petit peu le point commun. Vous voyez ici, par exemple, là, j'ai la montagne qui est quand même assez grosse, hein, mais ça rentre plutôt bien quand même. Et donc là, vous voyez, quand je zoome dedans, vous voyez, je me mets comme ça en pleine image. Vous voyez ici sur vraiment le haut de la montagne, vous voyez que c'est super, super piqué. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de micro-contrastes sur cette optique. Alors là-dessus, moi je vous avoue, je suis habitué au Sony au 70-200 2.8 GM en version 2, qui est une optique qui a des micro-contrastes incroyables. Et d'ailleurs, dans le test, je l'avais dit, hein, j'ai jamais eu un zoom, hein, attention, pas focal fixe, mais zoom, qui avait un tel niveau de rendu. Là, on n'est pas non plus à ce niveau-là, mais je trouve ça quand même hyper satisfaisant. Et ça, c'est le genre de truc qu'on peut un peu retrouver encore plus en post-prod. Mais vous voyez, de base, je trouve que vous avez le caractère du relief qui est très très bien restitué. Vous voyez ici, vous avez plein de détails, etc. Enfin, la photo, pour moi, elle croustille et je n'ai rien fait dessus. Pareil ici, vous voyez, hein, quand je regarde sur les bords, franchement, c'est pas mal du tout. Et là, vous voyez la photo, là, c'est dans l'ensemble. Et puis, quand je zoome, vous voyez ici, il y a plein de détails sur le champ de lave. Vous voyez que ici, ça croustille de détails. Et en tout cas, sur un appareil photo, moi, de 33 millions de pixels, vous voyez ici, sur la ligne d'horizon du volcan, c'est super, super riche. Alors, bien évidemment, il serait intéressant de voir ce que ça donne avec un boîtier qui est plus défini, notamment sur du A7R à 42 ou 61 millions de pixels. Mais en tout cas, ça avale sans problème les 33 de mon A7 IV. À nouveau ici, hein, vous voyez sur les volcans, vous avez, alors là, il y avait de la brume. Hein. Donc c'est ça aussi qui fait ce flou. Mais vous voyez ici, on voit énormément de détails, vous voyez, au niveau des rochers, etc. Enfin bref, à 100 mm, c'est très intéressant. Et vous voyez ici à nouveau,
on voit plutôt largement. Donc sur les paysages, 100 mm, c'est intéressant parce que ça permet de montrer un paysage, en tout cas de se focaliser sur une partie du paysage, mais sans trop zoomer non plus. Donc là, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça, je vous l'avais déjà montré ici depuis d'Irolais. Mais c'est vrai que si, par exemple, hop, et je vais remettre sur toutes les focales, eh ben, on peut s'amuser aussi à zoomer un peu plus fort pour aller plus sur des points de détail. Et là, quand même, je voulais vous montrer plusieurs exemples qui sont assez explicites. Alors tout d'abord, pour voir des choses qui sont un peu loin. Typiquement, ici par exemple, on était à nouveau depuis d'Irolais. Et puis là, bah, ici, vous avez les îles Westman qui sont au large au sud de l'Islande. Et c'est quand même assez loin hein, depuis d'Irolais. Je serais incapable de dire combien il y a de kilomètres, mais il y en a quand même beaucoup. Donc ça, ce sont des îles purement volcaniques également, hein, mais qui sont vraiment sur la faille sismique. Hein, donc elles sont sorties des entrailles de la Terre. Voilà. Et donc ici, vous voyez, bah, on le voit plutôt bien. Alors bien sûr, hein, vous avez la brume aussi qui fait que vous avez une forme de voile atmosphérique. Et ici, bah, vous voyez, là, on était depuis la cascade de Skogafoss. Et bien là, c'est un peu, vous savez, c'est Inception, c'est-à-dire que la photo précédente était prise depuis d'Irolais. Et bien d'Irolais, c'est ça. Voilà. C'est cette presqu'île. Et d'Irolais est reconnaissable par, on va dire, trois choses. Déjà, son caractère vraiment de presqu'île qui dépasse de falaise au milieu de cette plage plate et infinie. Deuxième chose, vous avez cette arche-là qui est très reconnaissable. Et puis, vous avez ici le phare de d'Irolais qui est aussi un petit peu son emblème. Et donc, vous voyez ici, on voit très très bien la route qui est très nette avec la voiture, etc. Et au fond, bah, ça commence à être flou et vous le voyez très bien, vous avez cette forme de voile là avec la chaleur, etc. Et donc, c'est quand même assez impressionnant parce que bah, là, à 400 mm, ça vous permet de photographier des choses qui sont un peu loin. Mais en paysage, bah, moi, ce que j'ai le plus apprécié, et ça, je vous avoue que je me suis bien amusé, alors ça permet de faire aussi, vous voyez, des choses un peu symétriques. Alors là, la route avec les volcans en fond, etc. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est d'avoir des effets de compression. Et là, les très longues focales, bah, c'est vrai qu'à 400 mm, bah, ça fait mouche. Là, vous voyez, typiquement, on était à Boudir, donc on est sur la péninsule de Snøfellsnes, hein, on est sur l'ouest de l'île. Et puis, bah, vous avez ici le volcan. Et en fait, vous avez devant cette église qui est très symbolique et assez connue hein, en Islande, cette église en bois noir. Et ce qui était très intéressant, c'est que bah, cette église, on a toujours un peu la même photo devant, etc. Bah, nous, on a fait le tour. Et puis, à un moment, en regardant, j'ai vu, tac, vous aviez les nuages. Vous avez ici donc le cratère du volcan qui ressort avec ce ciel bleu. Et c'est vrai qu'en se positionnant précisément, donc ça demande un gros travail de positionnement, mais vous pouvez arriver à faire comme ça des effets d'alignement et surtout de compression des plans qui sont pour moi vraiment très très intéressants. Et donc pour vous montrer un autre plan que j'ai vraiment adoré, c'est ici avec cette cascade, toujours avec le même volcan, mais depuis le nord de la péninsule, alors que l'autre c'était avec l'église, c'était au sud. Et donc là vous avez cette cascade, et là ben, je me suis amusé à faire un petit peu de pause lente avec la cascade sur trépied. Et là, c'était franchement sympa parce qu'au départ, on a été faire de la pause longue sur cette cascade. Alors, c'était magnifique, il y avait des torrents, etc. C'était franchement génial. Mais c'est vrai que après, je me suis dit, il y a un truc à faire parce qu'on voyait le volcan qui dépassait des nuages. Et avec la cascade, et ben là, voilà, boum, 400 mm sur trépied avec le petit filtre ND qui va bien. Et là, bah, on s'est dit, allez, on va pousser le truc un peu plus loin, on va fermer et pour voir, parce qu'honnêtement, je crois que c'est une des seules photos où je suis à f14, parce que sinon, je vous avoue que j'ai plutôt été sur des ouvertures les plus lumineuses possibles. Mais là, sur trépied, allez, f14, qu'est-ce que ça donne? Et ben, c'est là où on se rend compte que on a quand même un petit peu de diffraction. Et là, vous voyez sur cette photo, quand on regarde sur les bords, bah, en fait, on est à fond de zoom, on est à f14, bah voilà, ça manque un chouïa de piqué, mais en attendant, c'est pas étonnant non plus. Mais ce qui est très rassurant, c'est que par exemple sur cette photo, bah, je la passe dans Pure RAW et je sais que le piqué va être vraiment très très fortement compensé. En tout cas, cette petite faiblesse ici, cette petite mollesse. Par contre, quand vous regardez la photo, bah, c'est hyper intéressant parce que vous voyez, là, vous avez la cascade et puis derrière, vous avez qui dépasse des nuages, vous avez en fait ce volcan. Ça, c'est le genre de photo qu'on voit moins. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez une cascade, un torrent. Moi, le premier, vous faites de la pose longue à l'ultra grand angle, c'est joli, c'est sympa. Par contre, ces effets de compression de plan, c'est quelque chose qui est très intéressant en photographie de paysage. Et c'est vrai que si j'avais dû me contenter de 200 mm, bah, ça aurait été un petit peu moins impressionnant, je dois l'admettre. Enfin, et pour terminer sur le paysage, ce qui est intéressant aussi avec cette plage focale, c'est qu'on peut très facilement venir, on va dire, se concentrer sur notamment des détails, des textures, etc. Là, vous avez l'exemple sur le glacier. Et donc, ici, vous voyez, quand vous zoomez, eh ben, en fait, c'est plutôt pas mal du tout. Enfin, même, c'est super piqué. Vous avez vu au centre. Alors, vous avez vu dans le bord extrême, c'est un chouïa moins piqué.
mais franchement, ça me choque pas du tout. Et quand je navigue dans la photo, je suis zoomé à 100%. Là, vous avez vu en haut, c'est super, super piqué. Et au centre, eh ben, ça croustille, ça fait des chocs à pic. Et vous voyez, on est ici à pleine ouverture, 400 mm, f6.3. Donc j'ai fait beaucoup de photos à pleine ouverture pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de vignettage. Bah, c'est vrai que le vignettage, on en a toujours un petit peu. Et là, vous voyez, il est toujours un petit peu présent malgré tout. Même si vous l'avez vu, en activant le module, bah, en fait, ça l'enlève par défaut. Maintenant, la grande question aussi, c'est l'autre grand domaine qui est intéressant, avec des longues focales, bah, c'est tout ce qui est photo sportive, animalière. Alors là, je vous ai vu que j'ai pas fait de sport, hein, j'ai pas eu de Formule 1 en Islande. Par contre, j'ai eu beaucoup d'animaux. Et donc, on va regarder ce qu'il vaut du point de vue de la photographie animalière. Alors, tout d'abord, un petit mot quand même sur l'autofocus. Alors, comment se comporte cette optique du point de vue de l'autofocus? Je dirais que c'est très bon. Pas excellent, mais très bon. Pourquoi? Parce que dans la plupart des situations, eh ben, en fait, il fonctionne très très bien. Déjà, j'ai pas eu particulièrement de pompage, notamment lorsque je faisais des suivis. Et donc là-dessus, cette optique, elle tient très bien. Et je pense que aussi le Sony Alpha 7 IV n'y est pas pour rien. Cependant, j'ai quand même eu quelques ratés, notamment lorsque on avait un petit manque de luminosité ou alors lorsque en arrière-plan, il y avait en fait des textures un peu complexes. Et je pense là-dessus, et là je vois la comparaison en fait avec le 70-200 2.8 GM2, bah, je vois un petit peu l'écart parce que dans les situations les plus complexes, eh ben, en fait, l'autofocus du Sigma avait tendance parfois, rarement, mais parfois à rater, là où le 70-200 2.8 GM2 est intraitable. Et donc là, c'est là où on voit le petit écart. Donc honnêtement, je pense que dans plus de 90% des cas, il s'est parfaitement en fait conduit, hein, donc il n'y a pas eu de problème, mais il y a eu quelques petits déchets. Alors je vous montre juste quelques déchets. Là vous voyez typiquement là par exemple, hop, le petit macareux, et ben voilà, le macareux derrière, il a fait la mise au point sur l'herbe. Autre raté par exemple, hop, ici vous voyez sur cette photo, ça c'est une rafale, hein. Vous avez par exemple cette première photo, quand je zoome, vous voyez qu'en fait c'est très net, et là vous avez l'œil qui est parfaitement net, et puis la photo d'après, vous voyez qu'en fait ici, voilà, il est un petit peu décalé, donc il y a eu un micro-pompage, et puis la photo d'après elle était à nouveau nette, mais voilà, en tout cas c'est comme ça, il y a des petits trucs qui traînent, c'est à la marche, mais il y en a quand même. Pareil ici, vous voyez, là en fait vous avez des fous de bassin. Alors ça c'est incroyable, je vous en reparlais tout à l'heure des fous de bassin, mais vous avez des fous de bassin, et puis vous voyez sur cette photo là c'est une rafale, il a fait la mise au point, les oiseaux sont bien nets, et puis sur celle d'après, vous voyez en fait il a fait la mise au point légèrement devant. Résultat, ils sont flous, alors que sur la photo précédente ils étaient nets. Voilà, et puis sur les photos d'après, il est revenu et paf, il a remis. Donc vous voyez, des fois, vous avez ces petits effets de, pas de décalage, mais des fois, voilà, ça peut bouger. Alors là, c'est surtout sur les suivis AF en continu. Malgré tout, voilà, des fois, je suis quand même précautionneux parce que sur l'autofocus, ça peut être à la fois le boîtier et l'objectif. Ce qui malgré tout me montre une légère limite de performance, notamment par rapport au Sony, c'est que je vous dis sur le 70-200, j'ai quasiment, mais vraiment jamais de déchets. Et puis les déchets quand il y en a, généralement c'est à cause de moi, voilà. Alors que là, je vous avoue que sur des rafales, il fait la mise au point en continu. Sur le 70-200, en fait toutes les photos sont nettes. Là, vous voyez, il peut y avoir sur une rafale, il peut y avoir des déchets. Donc là, je pense, à titre de comparaison, que c'est plus une question de motorisation sur l'optique, mais au global, je vous dis, moi j'ai au moins un bon 90% de mes rafales qui sont nettes. Voilà, donc là-dessus pour moi c'est plutôt une bonne copie. Du point de vue de la stabilisation, rapidement, alors là je vous avoue que j'ai été très surpris positivement, et Sigma, c'est comme Tamron, ils ont une réputation incroyable sur la stabilisation. Et bien voilà, ça n'a pas loupé, c'est une optique que j'ai beaucoup utilisée à main levée, même pour de l'animalier, alors j'ai fait sur du trépied, mais j'ai été impressionné, et donc la stabilisation est très efficace. Je pense que j'ai dit suffisamment de traits. Alors je vous montre ici, ça c'est une photo juste, c'était pour le souvenir, mais j'avais rencontré, et j'ai oublié, j'en suis navré son nom depuis, mais c'est une personne, un photographe américain, et en fait le matin quand on était ici au Kirk, sur la péninsule de Snaefellsnes, et en fait on était ensemble à faire des photos, et donc un monsieur très charmant avec qui j'ai eu plaisir à échanger, et donc quand il est parti, je me suis dit, je vais faire une petite photo pour le souvenir, et vous voyez sur cette photo, je me suis dit, allez, on va tester un petit peu, et bien je me suis mis à 1/50 de seconde, à 400 mm, et vous voyez, il est net. Et pourtant, il marche, hein, mais vous voyez, il est net. Donc la stabilisation, vous n'avez pas de flou de bouger, elle fonctionne bien.
Alors bien sûr, hein, dans ces vitesses-là, cette focale-là, vous aurez quand même un pourcentage de déchets malgré tout. Mais au global, eh ben, je vous avoue que j'ai été donc bluffé par la stabilisation. Quand vous regardez ici à 1 centième à 400 millimètres, pardon, eh ben, vous voyez ici que l'oiseau, il est parfaitement net, hein, et donc je suis à 1 centième pour 400 millimètres. Donc la stabilisation est bluffante, et quand vous activez la stabilisation en filet, donc horizontale, là aussi ça fonctionne très très bien. Donc moi j'ai été là-dessus très content. Donc globalement, qu'est-ce que je retiens sur cette optique pour de l'animalier? Comme je l'ai dit, l'AF, c'est plutôt satisfaisant, moins performant que ce qu'on pourrait avoir sur du Sony, mais honnêtement, ça tient bien la route. Juste une parenthèse, j'ai oublié de le dire, mais que quand même, il y a un petit truc sur l'AF, c'est qu'il met du temps quand vous passez d'une mise au point rapprochée à une mise au point vers l'infini. Donc c'est là où il est important de bien mettre sur les switches, de choisir ces plages de distance, soit très proche jusqu'à 6 mètres ou de 6 mètres vers l'infini. Mais ça, il faut quand même bien le faire parce que sinon, non pas qu'il va y avoir des pompages, mais c'est que si vous passez d'un sujet proche à lointain, ça met du temps. Mais au global, moi, je trouve ça bien. Et puis quand vous regardez sur les photos, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Là, vous voyez un 2500e. Vous avez ici la mouette qui est parfaitement définie. La photo, elle est super propre. Et au global, j'ai plein de photos qui sont réussies. Là, vous voyez ici, par exemple, le macareux. Alors là, vous voyez, il commençait à faire plutôt très sombre. Alors cette photo est pas mal bruitée. On est à 8000 ISO. On est à f6.3. Donc ici, c'est vrai que moi, j'arrêtais pas de changer de plage focale. Donc je pensais pas forcément à chaque fois à méga changer l'ouverture. Et donc vous voyez un 4 centième de seconde, parce qu'on ne dirait pas, mais le petit là, il bouge énormément, notamment dans son terrier. Mais vous voyez, quand vous zoomez, là, l'AF, il a bien fonctionné, et malgré les feuillages, etc., il a bien capturé l'œil. Pareil ici, vous voyez la photo, voilà, c'est bruité, mais à nouveau, en fait, la mise au point est très bien faite, alors que le petit macareux, il bouge énormément. Et au global, j'ai plein de photos animalières qui sont en fait super, super réussies. Donc c'est franchement top. Alors au niveau de la plage focale, moi ce que je retiens quand même, c'est que pour, on va dire, de l'animalier un peu généraliste, on va dire que ça va. Cependant, si vraiment l'animalier c'est votre priorité, moi je trouve que 400 mm c'est un chouïa short, hein. Donc cette optique, je la destine plus à du paysage, où là 100-400 c'est très bien. Pour l'animalier, ça dépanne, mais c'est vrai que parfois, moi j'avais envie d'aller plus loin. Vous voyez ici, ça c'était à la plage d'Itritonga, et c'était incroyable parce que vous avez des phoques partout, et vous en avez à quelques mètres de vous. Et puis, vous voyez là, vous avez un phoque échoué, et vous voyez quand je zoome, c'est super super net. Mais c'est vrai que 400 mm, vous voyez, des fois, on aurait aimé avoir un petit peu plus de zoom. Pareil, ici, donc quand on a photographié les fous de bassin, c'est vrai que là, sur les fous de bassin, on aimerait parfois avoir un petit peu plus de zoom. Et c'est vrai qu'une focale jusqu'à 600 mm, ça aurait été quand même un petit peu mieux. Alors ça, quand même, pour la petite histoire, moi j'ai été subjugué parce qu'on a vu des macareux, ça c'est incroyable, mais les fous de bassin sont des oiseaux pareils de pleine mer, et il est assez difficile d'en voir. Alors là, je vois les Bretons qui vont arriver, qui vont me dire « Oui, mais tu sais, il y en a sur l'archipel des Sept-Îles, etc. » Oui, oui, je sais. Mais c'est vrai que ce sont des oiseaux qui, la plupart de l'année, vivent en pleine mer, et donc il faut aller en pleine mer pour les voir. Et là, ils viennent sur les terres pour nicher, pour se reproduire. Et donc là, il y en avait partout. Ça, c'est à Diamond Beach, la plage où vous avez de la glace, hein. Et là, d'ailleurs, vous les voyez, les icebergs qui sont en mer et qui viennent s'échouer sur le sable noir. Et là, vous voyez, vous avez ces fous de bassin, et ce sont des oiseaux qui sont impressionnants parce qu'en fait, ils viennent et puis ils plonge à la verticale, et là vous voyez par exemple cette photo, elle est prise mais juste avant qu'il mette sa tête dans l'eau, et là vous voyez il plonge comme une balle qui part d'un fusil et qu'on tire dans l'eau, et en fait au tout dernier moment, là vous voyez il a pas encore les ailes rentrées, c'est vraiment quand il met la tête dans l'eau où là il vient coller les ailes et il plonge, et puis après il va chercher en fait le poisson. Et donc ça a été impressionnant parce que vous voyez on a pu photographier, enfin j'ai pu photographier ici les fous de bassin, et c'est vrai que ça a très bien marché, globalement la F il a bien tenu. Mais voilà, des fois j'étais un peu frustré parce que j'aurais voulu avoir un petit peu plus de focale. Je vous montre ici par exemple, là vous aviez les phoques, et les phoques ils étaient au bord, toujours à Diamond Beach, c'était au même endroit. Et là vous voyez ici le phoque, il a carrément le poisson dans la bouche, donc c'est franchement exceptionnel. Et ça vous voyez, je l'avais pas remarqué de suite, c'est en regardant les photos sur l'ordinateur que j'ai vu qu'il y avait le poisson. Et là vous voyez, il sortait la tête de l'eau, donc là je suis zoomé, hein, mais là vous voyez, par exemple ici là je suis en mode crop, donc je suis en mode APS-C. Donc là c'est une photo de 14 millions de pixels, et vous voyez malgré tout, quand je zoome là, je suis à 100%, vous voyez que la photo elle est super super définie, et là vous avez vu cette tête, c'est assez incroyable. Voilà. Donc
pour l'animalier. Moi, je trouve ça, ça tient la route. C'est pas l'optique peut-être la plus destinée pour ça, mais au global, ça fait le job. On en reparlera en conclusion. Pour terminer, quand même, un petit mot sur, on va dire, le portrait et puis plus largement le bokeh. Parce que c'est une optique qui, quand même, hein, vu qu'on est sur des longues focales, c'est pas la plus lumineuse. Mais bon, dès qu'on arrive sur des longues focales, on crée facilement, on va dire, du bokeh et puis on réduit la profondeur de champ. Donc la grande question, c'est que vaut ce bokeh? Eh bien, honnêtement, moi, ce bokeh, je le trouve franchement très sympa. On a un diaphragme à 9 lamelles et le Sony GM a aussi 9 lamelles. Je pensais qu'il en aurait 11, mais non, il en a 9. Et donc, vous avez un bokeh. Alors là, vous voyez, c'est pour voir la texture et puis le bokeh. On a un bokeh qui est pour moi assez doux, assez progressif. Peut-être, je vous avoue que j'ai pas comparé, mais peut-être que c'est ce qu'apportera peut-être le Sony GM d'avoir un bokeh un chouïa plus crémeux. Mais bon, entre 999 € et 2400, il y a un petit écart, on va dire. Mais au global, moi, je trouve ça très satisfaisant. Et donc, la grande question, c'est pour du portrait. Alors, attention, on n'a pas fait du portrait sur ce voyage, mais bon, je fais quelques photos de Laura durant le séjour. Et vous voyez, là, par exemple, sur cette photo, 400 mm f6.3, on arrive quand même à bien détacher notre sujet. Et pareil, vous l'avez vu sur l'animalier, on arrive quand même à bien détacher notre sujet. Bien évidemment, c'est incomparable face, par exemple, à un 400-2.8, mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes types d'optiques. Mais vous voyez, ça tient la route quand même. Ici, vous voyez, on est à 189 mm f5.6. Là, derrière, c'est bien flou. Pareil, ici, vous voyez, là, je suis à 100 mm à f5.6. Derrière, c'est plutôt pas mal. Ça fait le job, c'est pas une optique à portrait, mais on arrive quand même à avoir un joli flou. Mais donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir la différence, par exemple, sur une plage focale un peu similaire, donc autour des 200 mm, entre ce 100-400 et puis le 70-200 2.8. Donc là, vous voyez ici, vous avez Laura qui était sur la route avec l'aiguise derrière. Et donc là, vous voyez, à gauche, vous avez le Sigma, le 100-400, et qui est à f5.6. Et puis ici, donc à 227 mm. Et ici, vous avez le 70-200 2.8 GM2 à 200 mm et à f2.8. Et donc, vous voyez, le cadre est assez similaire, même si là, on est un chouïa plus zoomé. Et puis, on a surtout Laura qui est à peu près au même endroit. Donc, ça nous permet de faire une petite comparaison. Et donc, là, vous voyez quand même, en termes de bokeh, on a quand même une différence qui est assez visible. Alors, je ne sais pas si vous, à l'écran, ça se voit énormément. Mais c'est vrai que, par exemple, là où ça va se voir, c'est quand on va zoomer. Ici, vous voyez, au niveau de l'église, là, vous voyez que vous avez l'église qui est quand même plus, on va dire, diffusée d'un point de vue du bokeh. Voilà, il y a moins de détails, c'est plus flou. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit quand même plus marqué. Je vous avoue que je m'attendais à ce que ce soit plus marqué. Alors bien évidemment, si vous faites une photo plus proche, là ça va commencer à bien se voir. Mais vous voyez, sur ce type de photo, par exemple, j'ai été surpris de voir que le 100-400 se débrouillait quand même plutôt pas mal. Bien évidemment, vous avez plus de flou sur le 70-200, ça c'est sûr. Mais au global, je m'attendais à ce que l'écart soit plus important, donc c'est plutôt positif. Enfin bref, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Et alors, que penser de cet objectif? Tout d'abord, pour moi, il faut partir du point, pour moi, qui est le plus gros point fort de cet objectif, c'est son prix, 999 €. Et il faut vraiment prendre ça en compte une fois que l'on regarde maintenant les caractéristiques de cette optique. Tout d'abord, moi, et là je regarde mes notes, mais je relève quand même beaucoup de points forts sur cet objectif. Déjà, le rapport taille-poids encombrement. Et vous voyez, moi, ça n'a pas du tout changé ma vie par rapport à mon 70-200. Et pour un 100-400, notamment face au Sony, c'est vrai qu'il est plus compact, plus léger. Donc là-dessus, c'est un bon point. Ensuite, je trouve que le piqué est vraiment très satisfaisant. Voilà, on a quelque chose qui est plutôt très cohérent et franchement, pour le prix, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et d'ailleurs, même si je pense que le Sony GM est forcément, on va dire, plus homogène, peut-être plus piqué, mais en attendant, il est beaucoup, beaucoup plus cher. Et pour 999 €, je vous avoue qu'en termes de piqué, je m'attendais à ce que ça soit moins bon. Donc pour moi, là aussi, c'est un bon point. Au niveau de l'autofocus, pour moi, c'est plutôt positif. C'est un cran en dessous de ce qu'on pourrait avoir, je pense, sur du Sony et ce à quoi je suis habitué. Cependant, comme j'ai dit, sur des sujets qui vont vite, ça tient quand même plutôt la route. Il faut juste s'attendre à avoir un petit peu de déchets. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la stabilisation qui est très efficace. Là-dessus, on a tout le savoir-faire de Sigma. Donc, au global, je trouve que cet objectif est plutôt
très équilibré. Maintenant, sur, on va dire, les points un petit peu plus nuancés, qu'est-ce qu'on pourrait relever? Bah déjà, moi, je vous avoue, cette histoire de collier de pied, ah, ça, pour moi, bon, voilà, c'est quelque chose, pour moi, il faut y passer, parce que sinon, c'est pas forcément, on va dire, agréable à utiliser. Au niveau de l'autofocus, bah, clairement, c'est vrai que ça reste un chouïa moins bon que ce qu'on pourrait avoir, par exemple, sur du Sony, donc là-dessus, il faut être très clair. Et puis aussi, toujours sur cet AF, je trouve qu'il est un petit peu lent pour faire des changements de plan assez énormes. Et donc là-dessus, bah voilà, c'est le petit truc en moins. Donc la grande question pour terminer, c'est savoir, mais finalement, cette optique, elle est pour qui? Bah, si je devais dresser un portrait robot de la personne type pour ce type d'objectif, pour moi, ça serait déjà un photographe qui veut une optique au très bon rapport qualité-prix. Et ça, là-dessus, pour moi, bah, c'est très bon. Avec un bon niveau de piqué, une bonne homogénéité, et surtout qui est plutôt destiné à du paysage et un peu moins à l'animalier. Pourquoi? Parce que pour moi, pour l'animalier, si l'animalier c'est votre recherche principale, bah, je vous avoue que cette optique, pour moi, il faut peut-être regarder quand même sur d'autres alternatives. Pourquoi? Bah, pour moi, il y a plusieurs raisons. La raison 1, c'est que déjà, par exemple, si on prend le Sony GM, bah, là, vous n'aurez pas de compromis sur l'autofocus. Là-dessus, il faut être très clair, c'est du Sony GM, c'est le standard Sony haut de gamme, et là, vous aurez un autofocus qui sera parfait, vous n'aurez pas de décrochage, etc. Notamment si vous avez un boîtier assez rapide, un boîtier sport, etc. Bon. Deuxième chose, du point de vue de la rafale, et là, c'est pas propre qu'à Sigma, mais c'est valable aussi, par exemple, sur le Tamron, le 50-400, qui est un rival que je ne connais pas, qui est un petit peu plus cher, il se vend aux alentours des 1400-1500 euros. Alors il est un peu plus large, hein, sur la focale plus large, mais il est aussi un peu plus cher, mais lui aussi il a très bonne presse. Mais par exemple, que ce soit sur le Sigma, le 100-400 ou le Tamron 50-400, sur ces deux objectifs, vous avez en fait un bridage au niveau de la rafale. Et là vous êtes bridé à 15 images par seconde. Et si vous avez des boîtiers rapides, moi par exemple le 7.4, de toute façon il s'arrête à 10 images par seconde. Donc là c'est pas un problème. Mais si vous avez des boîtiers sportifs, vous avez du A9, vous avez du A1, bah là, clairement, je vous avoue que avec un Sony GM, vous ne serez pas bridé du point de vue de la rafale et vous pourrez pleinement l'exploiter et l'autofocus sera de meilleure qualité. Et puis enfin, sur le Sony GM, vous pouvez mettre un téléconvertisseur, donc un 1,4 ou un 2, et donc bah ça, bien sûr, hein, Sony il bloque et vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc voilà, selon ce que vous voulez faire, et le téléconvertisseur c'est plutôt pour l'animalier notamment, et bien là, le Sony GM, pour moi, il est tout trouvé. Par contre, pour du photographe du paysage, moi je trouve que ce 100-400, il est très intéressant parce que, comme je l'ai dit, il est léger, il est piqué. Et dans un sac, c'est vrai qu'en plus il sera plus léger et il prendra pas beaucoup de place. Donc c'est franchement très intéressant. Bref, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si jamais cette optique vous intéresse, vous pouvez la commander un peu partout, bien sûr, sur le web. Moi, vous savez, j'ai l'habitude de travailler avec Miss Numérique. Je le dis toujours, mais moi, je suis client chez eux depuis 2014. Et donc, si vous voulez commander par Miss Numérique, vous pouvez passer par le lien qui est dans la description. Plus largement, si vous voulez soutenir mon travail et que vous passez par Miss Numérique, vous pouvez rentrer le code créateur NOCAB, et donc c'est de l'affiliation. Concrètement, vous, ça ne change absolument rien à votre vie. Moi, par contre, je touche une petite commission parce que faire ces vidéos, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et donc, vous, gratuitement, vous pouvez nous aider, nous, créateurs, photographes, à venir nous rémunérer. Et puis, si cette vidéo a pu être utile, c'est une façon aussi de nous remercier. Donc, si vous passez par le lien qui est affilié ou que vous mettez le code créateur NOCAB, d'avance, je vous en remercie grandement. Et sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, bien sûr, si vous avez des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à les mettre.